Bien, alors, bonjour à tout le monde et merci d'être venu cet après-midi où il y avait plein d'options d'activités, de marches, de ballons, de télévision. Et vous êtes venus, donc merci à vous et je suis absolument certaine que vous n'allez pas le regretter. Donc, je vais introduire, mais très rapidement, Jean-Louis Farou, qui a eu la gentillesse d'accepter une invitation que je lui ai faite quand je l'ai rencontré à la Maison de la Nature de Gradignan, où il y avait une présentation des champignons, et il y avait un stand lichen. Et je me suis arrêtée devant ce stand, très curieuse de comprendre et d'entendre un tout petit peu ce qu'on avait à apprendre sur les lichens. Donc, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, c'est lui. Mais Jean-Louis Farou a accepté avec une spontanéité qui m'a touchée d'intervenir lors d'une de nos séances conférences. Et je le remercie très sincèrement parce que voilà, on ne se connaissait pas, mais on a fait connaissance et nous voilà aujourd'hui réunis pour cette conférence qu'il va nous présenter. Alors, je ne vais pas faire une présentation très longue parce qu'il n'y a que lui qui pourrait se présenter, si ce n'est qu'il m'a dit qu'il avait fait un parcours d'études qui n'a pas été linéaire et qui a été plutôt même erratique. Et je ne vais pas vous détailler ce parcours parce que l'essentiel, c'est, moi, la question que je vais poser, mais comment êtes-vous venu à la lichénologie? Alors, la lichénologie, et vous corrigerez Wikipédia, c'est la branche de la mycologie, donc de l'étude des champignons qui étudie les lichens, qui sont la symbiose, c'est-à-dire l'association intime et durable entre deux organismes spécifiques. Alors, association de quoi pour les lichens? Des champignons et des cellules microscopiques possédant de la chlorophylle. Alors, vous nous direz si Wikipédia se trompe ou pas, mais surtout, vous nous en apprendrez beaucoup plus. Alors, comment est-il venu à la lichénologie? Eh bien, tout jeune, le nez dans l'herbe et dans tout ce qu'on voit au niveau du sol. Et donc, depuis la Normandie où il a grandi très tôt, vous avez commencé à vous intéresser à la nature et au végétal. Et vous vous êtes lancé dans la réalisation d'herbiers. La suite, je vais lui donner le micro pour qu'il nous la raconte, mais il y a eu beaucoup de déplacements et de recherches à l'étranger et je trouve que c'est très important qu'on prenne conscience que les lichens font partie de la biodiversité, mais sont tout à fait négligés. Et donc, nous, en sortant de là, je pense qu'on aura un regard averti sur cette toute petite chose que constituent les lichens et on pourra dire quelques mots à nos petits-enfants de la richesse de cette biodiversité qui va jusqu'à ce microscope qu'on voit et sur lequel vous allez nous apprendre beaucoup de choses. Merci, monsieur Farou. Bonjour à tous. Après un bref historique sur la lichénologie comme discipline, une historique très très brève d'ailleurs, je vous présenterai les lichens sous différents axes, biologiques, écologiques, l'utilisation que l'homme en a fait au cours des siècles, et suivra une série de clichés qui vous montreront les espèces prises dans les conditions naturelles où elles vivent, c'est-à-dire dans leur biotope. J'en ai pris qu'une petite partie parce que les lichens sont véritablement partout. Donc, vous verrez la suite. Donc, pour commencer par la partie historique de cette discipline, la première fois qu'on a pu lire le mot lichen dans un texte ancien remonte très 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 en arrière, puisque c'est dans un texte de Théophraste, un disciple d'Aristote, que pour la première fois on a pu lire le mot lichen. Alors certes, à cette époque comme au siècle qui suivirent, on n'a jamais trop su où positionner les lichens. On les a mis successivement d'abord dans les hépatiques, à l'époque de Théophraste justement. Ce sont des petites plantes très communes qu'on a par ici sur les arbres qui adhèrent, très proches des mousses d'ailleurs. Ensuite, ils ont été classés dans les mousses. Après, des siècles plus tard, on les a mis dans les champignons. C'est pour vous dire à quel point on savait pas trop où les classer. Ensuite,
Carl von Linné, dont on utilise toujours la classification, vous savez, ces deux noms latins que vous avez sur les plantes, hein, c'est pareil pour les lichens. Carl von Linné, lui, les mettait dans les algues. Il faut attendre 1867 pour qu'un botaniste suisse nommé Schwendener donne enfin, dans une communication à la Société botanique de France, la véritable nature du lichen. Le lichen est l'alliance entre une algue et un champignon. Alors, à cette époque, le dogmatisme scientifique est assez évident, et je dis pas qu'il n'existe pas maintenant, mais à cette époque, c'était vraiment difficile de changer des notions qui semblaient, que l'on voulait définitivement acquises. Donc, les progrès de la microscopie ont quand même fini par rallier dans un consensus général, parce que ça devenait vraiment très visible, l'algue et le champignon. C'était évident que là, on avait, pour la première fois d'ailleurs, la fondation de la lichénologie, parce qu'on avait enfin, on pouvait rendre compte de façon très intime, en grossissant par les microscopes, cette réalité qu'il y avait bien une algue, que je vais vous montrer tout à l'heure, et un champignon. Mais les décennies se succédèrent, et une révolution est arrivée, et là, Wikipédia le donne pas, il est en retard, en 2015, un laboratoire autrichien de chercheurs qui étudie les bactéries qui vivent sur les lichens. Et ils font un constat assez étonnant que on pensait antérieurement que les bactéries du substrat, la roche, l'écorce, là où le lichen se développe, on pensait que c'était les mêmes qu'on trouvait sur le lichen. Il n'y avait pas de raison que ce soit différent. Et en fait, on s'aperçoit que ces bactéries sont inféodées au lichen, elles sont différentes, et qu'il s'agit d'un groupe bien déterminé qu'on appelle les rhizobiales, on en reparlera tout à l'heure, et qu'elles jouent, ces bactéries, une fonction importante dans le métabolisme, hein, la façon de fonctionner du lichen. Voilà. Donc c'est une vraie révolution puisque à partir de là, on pense qu'il y a trois partenaires dans cette symbiose. Une symbiose, c'est quand tout le monde y trouve son compte, hein, contrairement au parasitisme où c'est toujours au déficit de quelqu'un. Et donc, puisque vous avez mis votre costume de cérémonie, je vous invite à un mariage, le mariage entre une algue, un champignon et des bactéries. En fait, je vais commencer par vous présenter ces partenaires. Et ces partenaires, je vais commencer par l'algue. L'algue que vous allez voir ici, et vous en connaissez voilà. Il s'agit du pied d'une cathédrale qui est à Bergerac. Alors, en sortant d'ici, vous pourrez voir la même algue. C'est un Pleurococcus, c'est son nom. Elle est commune partout, on la trouve en Amazonie, on la trouve à New York, on la trouve aussi dans la commune. Et sans doute que chez vous, si vous avez un pavillon ou au pied de votre immeuble, vous trouverez cette algue qui verdit le pied des murs. Alors celle-ci, retenez le nom, c'est un des rares noms scientifiques que j'utiliserai, elle n'est pas lichénisable, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'associer à un champignon. Il y a sur des milliers et des milliers d'algues monocellulaires, hein, qui ne forment qu'une cellule, rien à voir avec les grandes algues de mer, hein, il y a finalement qu'un petit nombre qui peut se lichéniser, moins de 200. Alors qu'en champignons, on est autour de 13 500 champignons qui peuvent s'associer à une algue. Champignons lichénisables donc. En l'occurrence, cette algue en question, que je vais vous montrer donc ici au microscope, fait partie d'une classe importante qu'on appelle les chlorophycées. 98% des lichens sont faits avec cette algue. Et je vais vous montrer plus loin. Voilà une autre algue qu'on appelle la Trantepolia. Ah mince, il y a une petite... Attendez. Oui, il y a une petite erreur dans le cliché que je voulais montrer. La Trantepolia est une algue qui a la couleur rougeâtre, qui enduit les murs, les pignons des maisons quelquefois. Vous avez dû en voir de temps en temps. Hein, voilà. Si vous faites la route Cérons-Barsac,
vous verrez que sur les platanes qui longent la route, les branches hautes sont couvertes de cette algue rougeâtre. En fait, c'est une algue verte. Elle est classée dans les algues vertes, mais elle contient des granules de lipides chargés de carotène, d'où la couleur qui va de l'orangé au rouge purpurin. Hein, voilà. Voilà un lichen qui est fait avec un champignon et cette algue en question. Finalement, cette algue, quand elle est lichenisée, elle sort toujours soit dans cette poudre qui entoure le fruit, puisqu'il s'agit du fruit que vous voyez ici, ou soit sous d'autres formes. Voici une algue tropicale qui peut faire 15 cm, voire même plus, un peu plus de diamètre, qu'on trouve dans la zone tropicale ou équatoriale, qui est magnifique et qui est faite encore avec cette algue rouge qu'on appelle la Trantepolia aureum. D'ailleurs, la plupart des lichens sont faits avec cette algue Trantepolia. C'est 85% des lichens tropicaux, alors qu'en France, ça représente à peine 10%. Une autre algue lichenisable, j'en représente que 3, je ne vais pas vous présenter les 200. Une autre algue, alors celle-ci s'appelle la Trebouxia. Elle s'est tellement habituée au cours de millions d'années d'être lichenisée que maintenant, on ne la trouve plus toute seule à l'état libre. Elle est toujours associée à des morceaux de filaments de champignons que vous voyez ici, à mycélium. Hein. Ce sont de petits tronçons détachés les uns des autres, auxquels l'algue est ici associée. Voilà 2 lichens, très jolis. Un peu plus bas. Oui, c'est pour ça qu'il y a un peu d'écho. Voilà 2 lichens qu'on peut trouver dans notre région, souvent à l'orée des forêts, pour le rouge. L'autre, en blanc, on trouve assez fréquemment dans le médoc. Ce sont 2 cladonias d'espèces très différentes, mais qui sont faites avec cette algue dite Trebouxia. Ensuite, il y a cette algue qui est pratiquement passe inaperçue quand il fait sec, mais qui gonfle énormément quand il pleut. Dès qu'il y a un peu d'eau, elle prend un volume gigantesque par rapport à son état à l'état sec. Il s'agit d'une cyanobactérie, c'est bien une algue, mais elle est comme les bactéries, elle n'a pas de noyau avec les chromosomes à l'intérieur, hein, et elle gonfle énormément. On l'appelle aussi le crachat de lune, vulgairement, hein, pour ceux qui ont fait un petit peu comment dirais-je, qui ont été un peu naturalistes. C'est une algue assez commune, du nom de nostoc commune, d'ailleurs c'est son véritable nom, et elle donne environ un tout petit peu plus de 10% des lichens français, disons plus exactement des zones tempérées. La voici d'ailleurs, cette algue-là, fait de petits anneaux. Alors hétérocyste, ça veut dire c'est un noyau là qui ce disque là participe à certaines fonctions métaboliques, notamment à la fixation de l'azote. Là, je rentre pas dans le détail, mais ce sont toujours des chaînes de nostoc, comme ça, les unes à côté des autres. Et voici un lichen. Tous ces lichens faits avec ces algues cyanobactéries sont toujours noirâtres ou bruns très très foncés, et les zones un peu brunâtres, ce sont les fruits, les fructifications, qui sont remplies de milliers de spores dans chacun de ces fruits. Alors il faut savoir que ces algues primitives, puisqu'elles viennent avant les chlorophycées, les algues vertes que je vous ai montrées, ces algues primitives sont très très anciennes puisque c'est l'apparition de la vie sur Terre. J'ai écrit un article justement là-dessus sur la paléontologie des lichens et on date, suivant les auteurs, entre 3 milliards 600 millions d'années et 3 milliards 800 millions d'années l'origine de la vie sur Terre. Et c'est issu de ces cyanobactéries. Hein. C'est les premières à apparaître sous forme vivant sur Terre. Les premiers êtres vivants, organismes vivants. Voilà, maintenant je passe aux champignons.
98% des champignons qui constituent les lichens sont des ascomycètes. Alors, vous en connaissez quelques-uns, la morie, la pésise. Alors, ascomycète veut dire, ascos en grec, c'est une outre, c'est la forme d'une outre. Contrairement aux basidiomycètes ou les champignons à chapeau que l'on mange, les spores sont détachables, il n'y a pas d'enveloppe. Ça se détache au bout d'un certain temps, alors que là, les lichens, dans les ascomycètes, les fructifications des lichens sont enveloppées par 8, en majorité par 8, c'est octosporé, dans des petites enveloppes, qui sont trop petites d'ailleurs, et quand les spores arrivent à maturité, elles font éclater la membrane, parce qu'elles n'ont plus de quoi prendre du volume, et pourtant elles continuent à grossir, et ça les éjecte, on l'a calculé, jusqu'à 10 cm environ de distance, vous voyez. Mais les spores en question font 15 millièmes de millimètre, hein, ça se voit, je vous en montrerai tout à l'heure, au microscope. Alors, là j'ai montré cette photo pour vous montrer que quand on parle de champignons, c'est le mycélium dont il s'agit. Hein. C'est-à-dire que la majorité des champignons, mais c'est insignifiant le nombre de champignons qui font un pied à un chapeau dans l'univers des champignons. Qu'avec les nouvelles méthodes maintenant d'analyse qu'on appelle la métagénomique, on est véritablement à plusieurs millions d'espèces connues ou à découvrir. Hein, il n'y en a pas des millions de connus, mais il y en a des centaines de milliers, notamment si on prend les deutéromycètes, qui sont une grande famille que vous connaissez sous la forme de moisissures. Vous avez certainement vu le velours dont je vous parlerai tout à l'heure, gris bleuté sur un citron. Hein, c'est un Pellicillium d'ailleurs, Pellicillium italicum. C'est une moisissure très courante qui est spécialisée dans les agrumes. Hein. Il ne se mettra pas sur une pomme, une poire ou une pêche, ça ne fonctionne que sur les agrumes. Je vous en parlerai tout à l'heure. Les bactéries. Alors les bactéries, il s'agit de rhizobiales. Alors les rhizobiales, ce sont des bactéries assez relativement communes, mais ce qui est intéressant, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, elles sont inféodées au lichen. Et elles sont très très grandement majoritaires sur le lichen, à l'intérieur du lichen et un petit peu dessous le lichen. Alors, on s'est aperçu non seulement que c'était des bactéries différentes que celles qui entouraient le lichen, c'est-à-dire la roche, le bois ou l'écorce, mais qu'en plus elles avaient des fonctions. L'alimentation, elles fournissent de l'azote, du phosphore et du soufre au lichen. Elles fournissent aussi, par la vitamine B12, une aide à la photosynthèse. En protection, elles éliminent les bactéries pathogènes qui pourraient attaquer le lichen, parce qu'il en existe. Donc, elles assurent une protection à la fois bactérienne et virale, les virus aussi. Détoxification, c'est-à-dire que tous les métabolites, on entend par métabolites les déchets du lichen, lui il fonctionne, mais il mange et puis il éjecte aussi. Et les bactéries vont éliminer justement ces déchets en s'en nourrissant en grande partie. Une aide à la croissance par des hormones que ces bactéries fabriquent pour aider le lichen à croître. Et une élimination des nécroses, eh bien, je vous en reparlerai tout à l'heure. Si vous vous frottez contre un mur où il y a un lichen et puis sans vous en rendre compte, vous cassez un petit morceau de la feuille, elle va brunir. Bien, les bactéries en question vont éliminer cette partie morte. Vous voyez ? Donc les fonctions sont importantes. C'est pour ça que maintenant dans les ouvrages, mais il faudra les changer parce que beaucoup sont encore dans l'ancienne définition. Le lichen, c'est pas que 2 partenaires, c'est 3. Il faut ajouter les bactéries depuis 2015. Alors, vous voyez ce lichen qu'on trouve chez nous. Moi, je l'ai du côté d'Arbanat, là, par là, du côté de... Et puis, je me souviens plus des noms des villages, mais il y a des petites forêts par là. Et ce Lobaria pulmonaria, qu'on utilise en homéopathie sous le nom de Stitta pulmonaria. Et ce Lobaria pulmonaria, on a pu déterminer sur un échantillon d'environ 15 cm de diamètre 800 bactéries rhizobiales différentes. Parce que les rhizobiales, c'est un ordre dans la classification, mais ça comprend plein d'espèces. Donc sur 15 cm, ça fait à peu près ça, 800 espèces de bactéries différentes
qui participent au métabolisme du lichen. La symbiose. Alors, la symbiose. Voici une photo avec un fort grossissement, microscope électronique, où on voit la partie supérieure du lichen, qu'on appelle le cortex supérieur, il y en a un dessous qu'on voit pas, les algues, et les ifs, c'est les cellules, scientifiquement c'est comme ça qu'on nomme les cellules du champignon, qui forment le mycélium. Et dans les champignons évolués, il y a des cloisons à l'intérieur des petits filaments, là, avec une petite soupape, le corps de Voronine, qui laisse passer à l'intérieur plein de choses, notamment les noyaux, parce que normalement une cellule c'est un noyau avec les chromosomes dedans, et il s'avère que dans les champignons, il peut y avoir une centaine de noyaux par cellule, et que ça passe à travers, et s'il y a une attaque virale du champignon, la petite soupape va se fermer pour empêcher les virus de continuer à grimper dans le filament, dans le mycélium, vous voyez. C'est assez pointu et perfectionné, comme tout ce qui est nature. Voilà, plus de 100 000 fois de grossissement, la symbiose. Alors, l'if, les cellules du champignon, l'algue, très grossie. Alors, ostrium veut dire sussoir, mais passif, c'est pas un sussoir actif. C'est-à-dire que la cellule du champignon, elle est attirée par certaines substances émises par l'algue, qui va faire attraction, et là, il va y avoir une branche du champignon qui va se former pour s'accoler à l'algue sans jamais la percer, parce qu'il y a deux types de sussoirs, il y en a deux. Et là, à travers la membrane des deux, de l'algue et du champignon, les substances carbonées, en gros les sucres, vont pouvoir passer à travers, nourrir le champignon, et en même temps, l'algue, on l'en garde un peu pour elle, pour sa croissance, sa multiplication, mais en fin de compte, on va avoir là une algue avec plusieurs sussoirs, apparemment il y en a 3 ici, peut-être de l'autre côté il y en a d'autres, et finalement, voilà la symbiose algue-champignon. Au-dessus, vous avez les bactéries qui jouent leur rôle, bien entendu. Alors, il existe 4 morphologies. En voici une, les croûtes qu'on appelle les crustacés. Ça n'a rien à voir avec les crustacés qu'on en consomme. En fait, celui-ci, vous l'avez peut-être en sortant sur les murs, il est assez fréquent. Dès qu'il y a un peu de carbonate de calcium dans le ciment, tout ça lui convient, les roches calcaires lui convient. C'est un lichen qui se développe. Les parties rougeâtres, ce sont les fructifications, et vous avez les lobes en périphérie ici, qui sont l'extrémité du lichen, et sa croissance, elle est radiale, c'est-à-dire qu'il augmente dans cette périphérie-là sans cesse. Voici une autre forme de lichen qu'on appelle les lichens squamuleux. Alors les squamules, c'est les petites écailles, ni plus ni moins, qui sont attachées au substrat par quelques points de fixation, mais ça se soulève un peu. Et certainement que par rapport aux crustacés que je vous ai montré la diapo de tout à l'heure, celle-ci est une évolution. Parce qu'on va de plus en plus vers la feuille que je vais vous montrer maintenant, qu'on appelle les lichens foliacés. En voilà un Peltigera, Peltigera collina, et qui lui n'a plus du tout plus la croûte, il se soulève carrément, il a les parties blanchâtres qui l'entourent, je vous en parlerai tout à l'heure, qui servent à sa reproduction d'ailleurs, et là il est carrément développé sur des mousses, vous voyez. Donc on arrive au lichen foliacé. Et on termine dans les 4 formes de lichen par le lichen qu'on appelle fruticuleux. Parce que soit qu'il pend, ou soit au contraire qu'il est érigé, et dans le Médoc celui-ci est assez fréquent, du moins c'est pas celui-ci mais il est très proche, c'est un cladonia qui dans les pays nordiques peuvent faire des hectares entiers, où les rennes, les caribous, les élans broutent, parce qu'ils ont l'appareil digestif adapté pour digérer ce qu'il y a dans le lichen. Alors, la fructification et la reproduction. Alors, voilà un lichen qui est assez commun, qu'on a sur les tuiles, il y a son petit frère qui est très proche de lui, mais peu importe. C'est un lichen qu'on trouve un peu partout, notamment sur les branches, et c'est un indicateur
de pollution. J'en parlerai tout à l'heure parce que c'est un développement pas récent ni très ancien, puisqu'un lichénologue suédois s'était aperçu que les lichens fuyaient les villes. Et des Anglais, Ecorse et Rose, ont fini par relever cette phrase à peu près 80 ans après, et sont aperçus que cette phrase méritait d'être étudiée de plus près. Les lichens fuient les villes, parce que le lichen est très sensible au polluant. Alors, les oxydes d'azote, par contre, certaines espèces peuvent vivre dans un milieu où il y a des oxydes d'azote. Alors, les engrais, les pots d'échappement des véhicules qui en émettent, voire un poulailler où vous avez des substances en décomposition, il y a des oxydes d'azote aussi. Eh bien là, ce lichen va se développer énormément. Et je vous citerai une anecdote tout à l'heure quand on parlera de la pollution. Voici apotécie veut dire fructification en langage commun. Voilà les fructifications de celui que vous venez de voir tout à l'heure. Hein. Alors, bien grossi, avec une loupe binoculaire. Voilà, ces petites coupes-là ont des milliers d'enveloppes dans lesquelles on a les 8 spores qui sont pas rangés dans cette espèce. Dans d'autres espèces, c'est rangé les uns derrière les autres. Et je vous montrerai des clichés tout à l'heure. Voilà les fructifications de ce type de lichen. Eh bien voilà, si je fais une coupe à microscope, voilà ce que je vois dans les fruits que vous venez de voir. Si on fait une coupe dans le fruit, on voit les enveloppes avec 8 spores à l'intérieur. Voilà les spores en question, qui peuvent être à peu près identiques, comme une petite nuance de forme. Il y en a qui sont polymorphes, mais il y en a très peu. La plupart sont à peu près constants. On les mesure pour l'identification. Il y en a qui n'ont pas de cloison, il y en a qui ont des cloisons, il y en a qui sont en forme de serpent, d'autres en forme de globules pas carrément sphériques. Il y a plein de sortes de spores. Ça aide à l'identification quand il s'agit de les déterminer. Alors là, je vais insister un petit peu. Je vous ai montré donc la voie sexuée, les spores, avec lequel va germer un filament de champignon. C'est le but, c'est la reproduction du lichen. Mais chose étonnante, contrairement à d'autres espèces végétales, ce champignon, s'il rencontre une autre algue de celle qui n'est pas identique à celle du lichen d'origine, il va donner un lichen différent. C'est ça qui est étonnant. Parce que le lichen, son espèce, c'est le résultat de la rencontre entre 2 espèces différentes, une algue, un champignon. Mais si vous changez un des 2 partenaires, vous aurez un lichen qui ne sera pas le même. Voyez ? Alors c'est vrai que dans l'environnement de celui qu'on a vu tout à l'heure, il y a des chances qu'il y ait les mêmes algues et les mêmes mycéliums, vous voyez, qui s'unissent pour former un lichen. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Alors les pycnides font partie, les lichens ont 4 modes de reproduction. 4. Ils risquent pas de disparaître. Hein. Il y a la voie sexuée, mais tous ne l'ont pas. Il y a la voie conidienne, on dit, de reproduction non sexuée. C'est un petit organe qu'on appelle un pycnide. Alors un petit point noir qui peut faire 1, 2, rarement 3 dixièmes de millimètre, vous voyez, c'est extrêmement petit, par lequel sont éjectés des petits bâtonnets, des petites virgules, on les voit en bleu là, capables de régénérer un filament de champignon. Vous voyez, les conidies. Alors justement, je vous parlais tout à l'heure du pénicillium sur le citron. Et admettons, vous avez un citron dans une coupe là, chez vous, vous passez à côté. Le petit courant d'air que vous faites, vous allez faire un nuage de conidies, évidemment pas visible, rien de dangereux, mais ce nuage de conidies va ensemencer le milieu. Par contre, comme je vous ai dit, ça tombe sur une pêche, une poire, ça va absolument rien donner, bien entendu. Mais il est intéressant de savoir que ces conidies sont importants, parce que régénérant un filament de champignon, maintenant il suffit d'avoir une algue pour à nouveau composer un lichen. Mais dans la nature, ces moisissures qui sont innombrables en quantité, dans un champ d'1 hectare, vous avez
entre 15 et 22 000 ascomycètes, champignons ascomycètes différents, qui participent à la vie du sol avec les bactéries du sol, bien entendu, parce qu'il n'y a pas que les... Puis il y a les virus aussi. Hein. Un sol ne vit que par tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est de penser qu'en ce moment, vous avez encore des feuilles mortes qui n'ont pas été complètement digérées. Alors le lime qui était vert, qui est devenu brun, ce sont les bactéries qui digèrent ça. Mais la partie ligneuse, c'est-à-dire les nervures, cette partie-là, ce sont les champignons qui doivent fabriquer la ligninase, qui est une enzyme qui digère le bois, qui dégrade le bois, la partie bois. Vous voyez ? Donc, heureusement qu'on a les conidies en question, parce qu'il en pleut en permanence, puisque c'est soulevé jusqu'à la haute atmosphère, quelquefois. Il suffit d'un courant ascendant, et des tests ont été effectués avec des avions, et on s'est aperçu que dans la stratosphère, il y avait des conidies qui faisaient plusieurs fois le tour du monde, qui retombaient en pluie, mais quelquefois, près du sol, un souffle ascendant les ramène vers le haut, ils sont pas près d'arriver, et finalement, ils ensemencent en permanence le milieu. Heureusement, parce qu'on aurait des kilomètres de feuilles mortes au-dessus de nous. Hein. Bon, je blague, mais voilà. Donc, ces conidies sont vraiment très importantes parce que, j'ai envie de dire, les champignons jouent un grand rôle dans la nature au sens où elles dégradent sans cesse les substances qui doivent être digérées. Alors, le temps est plus ou moins long pour le faire, mais dans ces quantités d'espèces innombrables de champignons, vous en avez beaucoup qui ont cette fonction. Certes, il y a les malfaisants qui attaquent les cultures, il y a l'Aspergillus flavus qui est dangereux pour l'homme, puisqu'il se dépose sur les aliments et 2000 fois plus cancérigène que le goudron de nicotine du tabac, donc qui est dangereux véritablement. Et l'Aspergillus est une moisissure vraiment dont on peut craindre vraiment les effets, hein, et qui se développe notamment sur les, vous savez, avant-guerre, certains d'entre vous, ou même enfants, ont connu leurs parents avec des garde-manger grillagés, dans lequel on mettait le plat qu'on n'avait pas consommé et qu'on allait consommer le lendemain ou le surlendemain. Alors, les grillages avaient l'avantage, c'est effectivement d'interdire aux mouches d'aller pondre dans la viande, du plat de viande. Seulement, le problème, c'est que pour les conidies, évidemment, ça les faisait rire, les conidies, parce qu'un millième de millimètre, la conidie, ou 2 millièmes maxi, ça passait à travers sans problème. Et là, comme c'était mangé le lendemain ou le surlendemain, on n'avait pas le temps de voir, comme sur la confiture, vous savez, la tache de moisi, qui est pas dangereuse, il faut l'enlever, mais celle-ci n'est pas dangereuse. Donc le résultat, c'est que il y avait effectivement cette moisissure, l'Aspergillus, qui avait pris de l'ampleur, pas visible, et qui fabriquait des aflatoxines, des ocrotoxines, je vous passe la liste, particulièrement dangereuses, notamment pour... c'est le cancer des voies digestives en général, hein, et donc très très dangereux. Et d'où l'intérêt, si vous voulez, même encore maintenant, quand vous mettez un plat au frigo, faut le couvrir, un couvercle ou un film, enfin, il faut éviter qu'il soit à l'air. Et quand vous faites des confitures, il vous arrive quelquefois, tiens, ce pot que j'ai fait, il est moisi, alors que les autres ne le sont pas. Tout simplement parce qu'il a été ensemencé par des conidies qui ont trouvé là la nourriture nécessaire. Donc, quand vous déposez avec votre louche la confiture dans le pot, il faut le fermer rapidement. Plus vous attendez, plus il y a des risques d'ensemencement. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Parce que la moisissure, elle est bien arrivée quelque part. Hein. Elle n'est pas, comment dirais-je, tombée comme ça du Saint-Esprit. Alors, la troisième mode de reproduction, le troisième, ce sont des soralies. Alors les soralies, ce sont des petites zones poudreuses qui sont à l'extrémité des lobes, que l'on voit très bien ici, sur un cétraria. Cette petite zone poudreuse, c'est la partie d'extrémité des lobes qui est un peu déchirée et par lequel sort des petits tronçons de champignons avec l'algue qui lui est associée. La moindre mouche qui se pose là-dessus, elle est pratiquement sûre d'en emmener sur ses pattes, un petit tronçon. L'oiseau qui se pose sur une branche, il peut la transporter 2 kilomètres plus loin parce que sur la branche, il est sûr d'en avoir sur ses pattes.
un lézard sur la roche. Enfin, vous voyez, les vecteurs sont énormes. Le vent même est capable de les détacher. La pluie, vous voyez. Donc, ces soralies-là, et certains lichens n'ont que ça comme mode de reproduction, est un mode très efficace de reproduction. Alors attention, tous les lichens n'ont pas cette possibilité-là. Il y en a qui font pas de soralies, mais il y en a qui les font. Voilà le dernier mode, le quatrième, sur un lichen, bon, on voit pas trop la qualité, les isidies. Alors, c'était mal écrit là. Les isidies, c'est le nom qui désigne ces petites proliférations noires que vous voyez. Ben, c'est comme des sauridis, seulement la différence, c'est qu'il y a une enveloppe. Il y a un petit cortex, très fragile, exprès. Il faut que ça soit fragile, c'est destiné à être cassé, justement. Ça, c'est un lichen qu'on trouve que sur les roches, jamais sur les écorces. Eh bien, elle va être cassée, cette isidie. Et j'ai vu quand l'année dernière, j'étais à Bagnères de Bigorre, dans un champ, des moutons qui frottaient des roches, sur lesquelles il y avait peut-être pas ce lichen, mais des lichens sans doute avec des isidies. Eh bien, ils ont dû en casser, parce que le moindre frottement, même avec le doigt, vous les cassez. C'est suffisant pour aller éventuellement les porter ailleurs. Alors, c'est pas le mode de reproduction le plus pertinent. Il est végétatif, hein, comme les trois autres, mais il peut avoir une certaine efficacité. Alors, l'écologie des lichens. Voilà, tous les substrats sont possibles. L'écorce, bien entendu, le bois mort, les roches, mais le verre, voilà une voiture qui a été abandonnée, faut croire, depuis longtemps, enfin, j'espère pour le chauffeur, et qui finalement est couverte d'un xanthoria, enfin qui a changé de nom, un xanthoparmelia, qui recouvre la vitre. Alors donc c'est pourtant du verre, mais le lichen a réussi à se fixer. Alors il le fait avec un préalable de poussière, hein, il faut que ça soit un peu granuleux quand même. Il finit par arriver à se poser, mais il peut se mettre sur le métal, sur le plastique, sur le cuir, les métaux, même le cuir, tous les matériaux sans exception. Hein, il peut se mettre, sauf la glace, hein, on ne le verra pas sur la glace. Mais ça, c'est intéressant de montrer que aucun substrat lui est interdit. C'est une question de temps. Il y a même des lichens spécialisés sur les excréments de moutons. C'est étonnant parce que ces lichens coprophiles, on les appelle comme ça, sont peu nombreux. Encore qu'à Toulouse, et sans doute à Bordeaux peut-être, à Toulouse, il y a les parapets de la Garonne, et vous avez des platanes. Et ces platanes recueillent évidemment beaucoup de pigeons qui défèquent, et les défécations tombent sur ce parapet de la Garonne, les parapets en question. Eh bien, à ces endroits, on a des lichens qu'on appelle ornitho-oiseaux, coprophiles excréments, qui se développent dans ces zones parce que là, il y a des nitrates, il y a tout ce qu'il faut. Et si vous allez dans la zone où il n'y a pas de platane, c'est plus les mêmes lichens. Alors pourtant, on est quelquefois à 2 mètres près, quoi. Vous voyez ? Donc, une observation fine permet de reconnaître le milieu dans lequel on est. Et même si on ne voit pas d'oiseaux, on se doute que là, obligatoirement, il y a un impact. Alors, les climats. Le lichen peut résister à moins 70 degrés jusqu'à plus 70 degrés. On peut en voir, et j'en ai vu en Mauritanie, on peut en voir dans des zones très très chaudes, sous les surplombs rocheux, parce que dans le Sahara, manifestement, c'est trop chaud au soleil. Hein. Une dalle en béton peut atteindre 120 degrés au-dessus d'une dalle en béton, au moment en plein soleil. Donc, que ça soit dans les zones froides, comme ici, Groenland, ou dans les zones hyper chaudes des déserts, on a un lichen, alors qui est pas sur la glace là, il est juste au-dessus, dans la zone rocheuse. La glace est à la base, et on a là un lichen du type Xanthoria ou Caloplaca, je vois pas trop la nuance ici, c'est pas suffisamment détaillé, et qui couvre la roche. Il est dans des conditions où il se développe fort bien, même s'il fait moins 30, moins 40 et moins 50. Les utilisateurs, eh bien, je vous ai parlé des caribous, des élans dans les pays nordiques, mais il est certain que les oiseaux
on pense qu'il y a une raison. On en trouve souvent dans les nids d'oiseaux, des lichens. Et c'est intéressant parce que les lichens, comme il y a une part champignon, il y a une fonction antibiotique de ces champignons. Et cette fonction, elle a la vertu de limiter les parasites à l'intérieur du nid. On pense que l'oiseau, je ne dis pas qu'il a une connaissance de la lichenologie, mais il a la vertu d'utiliser à bon escient, en tout cas, les lichens qui sont fréquemment trouvés dans les nids d'oiseaux. Alors, l'utilisation des lichens par l'homme. Alors voilà un Cetraria islandica. Ce Cetraria, c'est un lichen qu'on trouve dans nos régions, mais quand même, il faut monter un peu en altitude. Il faut monter à 1200, 1500 mètres pour commencer à en voir. Même 1500 plutôt minimum, oui. Et au plateau de Beille, en Ariège, on a ce lichen très présent, avec lequel, dans certains pays, nordiques notamment, il a été fait du pain avec une farine à partir de ce Cetraria, vous voyez. Donc l'alimentation humaine. Ailleurs, au Japon, on mange ça ressemble un peu aux champignons noirs dans les soupes chinoises. On mange des lichens, c'est un Umbilicaria, en salade. Et finalement, il est assez consommé au Japon. Par contre, je vous avouerai qu'en France, j'ai goûté à quelques lichens, comme ça, sommairement, il n'y a rien de bon, rien vraiment d'utile. En plus, on n'a pas l'équipement enzymatique nécessaire pour en tirer parti. C'est véritablement. Il y en a qu'un de toxique dont je vous parlerai tout à l'heure. La teinture. Effectivement, voilà un Ochrolechia tartarea. C'est un lichen qu'on trouve dans les Pyrénées, qui fait de gros fruits puisque ça peut atteindre les fruits l'ongle de mon doigt, ça atteint de grands fruits, et qui permet de faire des colorations rouges, orangées, voire presque vert. Et cet Ochrolechia, il est utilisé aussi en Islande et en Écosse pour teindre le tweed, mais c'est fait que par des artisans, parce que les colorants synthétiques en l'industrie ont pris complètement le relais. Par contre, au XIXe siècle, il était fréquent qu'on utilise les lichens, notamment un lichen marin, un Rossella. Il était courant de l'utiliser pour faire de la teinture de tissu. Ça s'est fait pendant plusieurs siècles même. En parfumerie. Alors ça, c'est un lichen très commun que vous avez pour ceux qui ont un jardin, et même là, si on sort, je suis sûr que sur les arbres, il serait facile de le trouver. Il s'appelle Evernia prunastri. Ce lichen, il est partout. Il n'est pas en voie de disparition, et pourtant, on en cueille, alors que c'est très léger, 9000 tonnes par an pour les parfums. Il a pas d'odeur, mais il sert à fixer le parfum sur la peau et à fabriquer certains parfums comme le cuir de Russie, la fougère, on dit, et deux autres. Donc, il est très utilisé et à Grasse, on utilise de très grandes quantités. Comme la main-d'œuvre est trop chère en France, il est cueilli en Bulgarie, en Roumanie, et une autre espèce, Pseudevernia, proche de celle-ci, qu'on trouve dans l'Atlas du Maroc. Donc, ce sont des sacs en jute qui sont alors tassés au maximum, et dans le monde entier, 9000 tonnes, c'est considérable, sont utilisées. Alors celui-ci, ceux qui font du ski ou même simplement des promenades en montagne ont souvent vu sans doute ces filaments qui pendent. Alors il y en a en plaine, mais ils sont très courts. C'est des petites usnées, on les appelle, ceux qui font des mots croisés connaissent ce mot, il est fréquent. Et ces usnées, ce sont des petits filaments. Il y a 33 espèces en France, et l'intérêt de ces usnés en pharmacologie, pour fabriquer des médicaments, il y a 22 chercheurs à Rennes, en Bretagne, qui utilisent, recherchent actuellement avec ces lichens, une molécule qui s'appelle l'acide usnique, qui est très intéressante en matière de cancérologie, mais le problème, c'est que le foie ne supporte pas cette molécule. Donc, les études sont encore en cours actuellement, et j'en suis l'actualité
au laboratoire de Fontainebleau, où je vais parfois, où là, on nous avise, puisqu'on fournit la matière première à ce laboratoire, on nous avise du développement de ces recherches. Mais il a un intérêt en pharmacologie, donc. Utilisation des lichens en matière de pollution. NOx, c'est les oxydes d'azote. Hein. On les nomme comme ça parce qu'il y a plusieurs sortes. Et j'ai travaillé au sud du parc de Sceaux. C'est un exemple anecdotique que je vais vous raconter. Au sud du parc de Sceaux, alors je ne me souviens plus de la commune, il y a une route qui se divise un moment en deux parties. Et l'étude qui avait été demandée par une communauté de communes de mesurer la pollution dans cette zone-là, cette route traversait une petite forêt avec beaucoup de circulation le matin et le soir, parce que les gens allaient travailler donc et rentraient chez eux le soir, et une circulation moyenne dans la journée. Alors, il existe des lichens, je vous ai dit tout à l'heure, qui ont une appétence pour les oxydes d'azote, l'oranger que je vous ai montré tout à l'heure au début, mais il en existe d'autres qui fuient. On les appelle les nitrofuges. Il y a les nitrophiles qui ont une appétence, et puis il y a ceux qui fuient, qui n'aiment pas les oxydes d'azote. Eh bien, ceux qui les fuyaient s'étaient mis en gros à 35 mètres de l'axe de la route. Vous voyez, à 2 mètres près, hein, mais en gros, la ligne était 35 mètres. Donc la courbe, qui était en l'occurrence une ligne droite, puisque la route était droite, elle suivait les 35 mètres. Mais avant l'Y, là, il y a eu trop d'accidents. Donc là, ils avaient mis un ralentisseur pour que les voitures freinent. Mais attention, si les voitures freinent et repartent, à cet endroit, il y a plus de pollution. Eh bien, les lichens nitrofuges étaient passés de 35 mètres à 40, 42, pour repartir à 35 après. Parce que là, vous voyez à quel point, il faut le savoir, parce que personne ne prête attention à ça, mais c'est assez fascinant de montrer à quel point le lichen est très, très sensible à la pollution. Et j'ai une amie qui est au CNRS qui est retraitée maintenant, de Lille, qui a fait valider au niveau européen la méthodologie française. On était en concurrence avec l'Allemagne pour la mesure de pollution, notamment celle des NOx. Et la coloration ici vous montre les zones très polluées, plus on va vers les teintes rougeâtres, et de moins en moins polluées, plus on va vers les bleus. Et c'est comme des courbes de niveau, mais là, c'est des courbes d'isopollution. Hein, ça vous montre les zones impactées. Alors, il n'y a pas les villages ni les villes, mais c'est pour vous montrer les cartes que l'on peut faire simplement avec une observation fine des lichens dans un endroit donné. Voilà. Donc, c'est très, très performant et la méthode est encore améliorée par un collègue qui est à Nantes et qui essaie d'affiner cette méthodologie, et on est à 5 millièmes de grammes par mètre cube d'air pour les oxydes d'azote. 5 milligrammes, c'est remarquable. Alors, la nourriture animale, eh bien voici, là, il s'agit d'un renne qui est en train de brouter des lichens, et il s'en nourrit. Quand c'est couvert de neige, avec les pattes, ces animaux grattent pour faire sortir le lichen et le brouter. Donc, mais on peut dire que ces animaux nordiques, en gros, c'est à peu près les seuls qui sont capables d'assimiler le lichen. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire, ça reste une hypothèse amusante et dont l'historicité est peut-être un peu douteuse. On pense que la manne des Hébreux, puisqu'il s'agissait dans la Bible d'une zone de désert, il s'agirait d'un Lechanora esculenta, c'est-à-dire un lichen qui se fixe pas, qui fait des petites boules et qui, c'est vrai, a une croissance relativement rapide, ce qui est en général pas le cas des lichens, une croissance relativement rapide, et quand il y a des pluies, ce qui est rare, mais ça arrive quand même dans le désert, ce lichen est capable d'une croissance assez rapide. Et on pense que la manne des Hébreux, c'est peut-être ce lichen broyé avec lequel on aurait fait de la farine. Enfin, ça reste vraiment une hypothèse. Je me garde de la confirmer. Alors maintenant, je vais vous présenter bien une série de clichés vous montrant les lichens dans les niches écologiques que ces espèces occupent.
En l'occurrence, les lichens du littoral. Là, il s'agit de deux lichens, en fait. Le jaune, Caloplaca talincola, c'est son nom, et le noir, Hydropunctaria, je vous passe les noms, sur lequel il s'est développé. Évidemment, l'autre dessous ne peut plus assurer son métabolisme, puisqu'il est privé de lumière, et que c'est l'algue, avec la photosynthèse, qui nourrit le champignon, et elle-même. Donc, il s'est développé, pas en parasite, mais dessus. Donc, dessous, le lichen noir n'existe pas. Par contre, il continue à subsister en périphérie. Ces lichens tolèrent d'être éclaboussés par les vagues, quand il y a de la marée, ou des vents violents qui amènent l'eau de mer, sans problème. On les appelle les lichens halophiles. Ils tolèrent le sel, finalement. Voilà le Rossella dont je parlais pour la teinture. Rossella fusiformis. Alors celui-ci, il a les soralies que vous voyez ici, qui servent à la reproduction. Il fructifie pas. Lui, c'est son mode de reproduction. Et ces soralies, les petites zones poudreuses blanches là, eh bien, c'est pareil, c'est un insecte, ou le vent, ou la pluie, qui va les emmener ailleurs, ou un oiseau qui se pose, qui va en avoir sur ses pattes et va le transporter sur un rocher un peu plus loin. Les lichens aquatiques d'eau douce. Alors attention, s'il existe des lichens aquatiques, c'est qu'il y a des champignons aquatiques, effectivement. Alors, les oomycètes, on les appelait comme ça à une époque, maintenant ils ont changé de nom parce qu'on a beaucoup évolué en recherche là-dessus, étaient des champignons aquatiques qui fabriquaient des spermatozoïdes, on appelle ça des entérozoïdes dans le langage, avec deux cils, qui allaient féconder un œuf, un oogone. En fait, maintenant, on s'aperçoit que on les a séparés des champignons, mais il est fort probable que dans l'évolution des espèces, qu'on appelle la phylogénie, cette évolution-là a permis de passer de ces organismes primitifs, sans doute à l'origine des champignons, trichidiomycètes, je vous passe les noms, il y en a plein, pour arriver justement aux champignons modernes avec des cloisons, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, dans l'évolution, on part effectivement d'organismes primitifs pour aller avec une complexification croissante. Donc, voici des lichens d'eau douce. Il est encore humecté. C'est un lichen de montagne qu'on trouve dans les torrents. Et là, les fructifications sont les zones un peu orangées que vous voyez ici. La partie végétative du lichen, c'est la partie jaune. Alors, je vous ai pas parlé de la croissance du lichen, mais sachez qu'un lichen, sa croissance quand il est crustacé, qui fait les petites croûtes là, c'est environ de 2 mm par an. Ouais, c'est très faible. Quand il est squamuleux, c'est guère plus, 3 mm par an. Quand il est sous forme de feuilles, foliacées là on atteint 4, rarement 5 mm par an. Et quand il est fruticuleux, là, les petites boules que vous avez vues, on est en général autour de 6 mm par an. Il existe un lichen, une ramaline, qui, elle, pousse de 1,2 cm par an. C'est exceptionnel, c'est le seul qu'on connaît comme ça. Mais sinon, le lichen a une croissance très lente, d'où aucun intérêt de le cultiver. On n'ira pas plus vite en le cultivant. En général, ceux qu'on utilise, on peut encore puiser dans la nature. Peut-être pas le Furfuracea pour les parfums, mais l'autre ne pose pas de problème. Voici un autre aquatique, un Dermatocarpon miniatum, c'est son nom, qui a des lobes gros comme mon ongle de pouce, donc il est très visible. Il peut faire des surfaces de 20 cm, ça peut atteindre des grandes plaques. Toujours, on l'appelle subaquatique parce qu'il n'est pas forcément, il est pas complètement sous l'eau. Il doit être éclaboussé par l'eau, voire inondé dans les périodes où c'est inondable. Mais il faut quand même qu'il soit à l'air une partie de la journée, ou tout du moins dans le temps, il faut une partie toujours aérienne. Ce lichen en question émet un autre type de fruit que celui qu'on a vu tout à l'heure. Je ne vais pas développer cette partie-là, mais de toute façon, dans ce fruit, il y a toujours les spores dans des petites enveloppes. On est toujours dans
des ascomycètes. Les nitrophiles, c'est ceux dont je vous parlais, qui ont une appétence pour les oxydes d'azote. En voici un psora. Ce psora qu'on trouve alors dans les zones un petit peu, pas forcément en haute montagne, mais dans les zones un petit peu d'altitude. Bien que je l'ai vu, celui-ci, dans le Lot et en Dordogne. Mais il est plus fréquent dans les basses altitudes, disons. Alors celui-ci, vous l'avez sous les yeux sans vous en rendre compte en permanence. Les murs, les murets, il est partout. Mais les fruits que vous voyez ici font à peu près 4/10, rarement un demi-millimètre, vous voyez. Si ça peut atteindre un demi, vraiment le maximum, en gros. Et il a une appétence aussi pour là où il y a un petit peu de calcaire, si vous voulez. Le ciment lui convient aussi. Et en l'occurrence, il fait des petits groupes de fruits et la partie végétative n'est pas visible. Elle existe, mais elle n'est pas visible. Et vous avez un autre lichen orangé ici, un Candellariella, qui est quelquefois parasite d'autres lichens d'ailleurs. Enfin, on dit parasite, pas tout à fait, il peut se mettre dessus, mais il puise pas dans le lichen qu'il a colonisé. Les acidophiles, comme le dit le nom, qui aiment les substrats acides, en voilà un très joli. Alors, sachez que je l'ai vu en Lot-et-Garonne il y a quelque temps, du côté d'Aiguillon. Eh bien, la branche que vous voyez avec les fruits rouges en haut, c'est un Cladonia, Floerkeana, c'est son nom. Eh bien, ce lichen en question peut faire à peu près chez nous guère plus de 3 cm de haut. Et je l'ai vu quelquefois couvrir des troncs entiers, c'est magnifique, ça fait une couleur rouge. Par contre, quand on va dans les zones scandinaves, Suède, Norvège, Danemark, il peut atteindre 6 cm de haut, avec des fruits énormes. C'est spectaculaire, ces lichens-là. Ils font partie d'un groupe qu'on appelle les lichens Cladonia coxifera. C'est un grand groupe dans lequel il y a plein d'autres espèces avec des fruits rouges. On les reconnaît parce que ce groupe-là ne possède que des fruits rouges. Anémophile, comme l'indique le nom, qui aime le vent, la ventilation. Sinon, on le trouve pas. Donc, quand je suis dans un endroit et que je vois que c'est très ventilé, je peux m'attendre à les trouver. Je le sais d'avance, même si je les ai pas encore vus. Voilà, Ramalina fraxinea, il y en a d'autres à côté. Et cette ramaline très grande qui peut atteindre 40 cm, des membranes très larges, comme ça, vous voyez, très larges, qui peut atteindre 40 cm de long, avec des branches. Et vous avez les fruits, on en voit quelques-uns, là, ces petits disques que vous voyez, remplis de spores. Des spores qui ont la forme d'une petite, comment on pourrait dire, c'est pincé des deux côtés, c'est pas une ellipse, ou c'est une ellipse qui serait pincée aux extrémités. Alors, l'étage nival, alpin et montagnard, alors là, c'est des niveaux d'altitude différents, et vous avez des lichens d'altitude, justement. Alors, si je prends celui-ci, l'Etaria vulpina, eh bien, ce lichen en question, au 19e siècle, et même avant, on l'écrasait avec de la viande pour tuer les loups, parce qu'il fabrique la létharine, qui est un poison. Je ne sais pas son efficacité exacte, mais enfin, on pense qu'il était quand même assez performant pour tuer un animal s'il en consommait suffisamment. Et donc, on s'en servait, on mélangeait avec des appâts en viande, ce qui permettait de tuer les loups. Donc, ça a été utilisé. Mais on le trouve là où les arbres s'arrêtent. C'est vraiment en montagne, là où les arbres sont au niveau où après c'est du minéral, on n'a plus d'arbres. C'est toujours la zone supérieure. On le trouve dans les Pyrénées et dans les Alpes, et dans d'autres parties du monde aussi. Alors celui-ci qui est magnifique, c'est un lichen qu'on trouve en altitude aussi. Il est dans les Pyrénées, je l'ai trouvé du côté de Mérins, pas loin de Mérins, oui, en altitude. Il a des fruits rouges qui peuvent atteindre la grosseur de mon ongle, et d'un rouge très très vif.
C'est très très joli à voir et peut faire des plaques de 7-8 cm de diamètre. Les terricoles, eh bien, qui se développent sur le sol, hein, sur la terre. Alors là, vous avez toute une... je vous dis tout de suite, les plus nombreux, c'est ceux qui se développent sur la roche. On les appelle les saxicoles. C'est les plus nombreux. Après, c'est ceux sur les écorces. Mais, alors oui, c'est un cas particulier. Omphalina. Le genre Omphalina, alors, il ressemble vraiment à un champignon. Il a cette hauteur-là, hein, vraiment, hein, c'est un des rares, il y a 7 ou 8 espèces, je me souviens plus d'Omphalina. Si on regarde au microscope, il y a bien un champignon avec une algue à l'intérieur. Ce n'est pas qu'un champignon, c'est un lichen, vous voyez. Et je l'ai pris parce qu'il est vraiment anecdotique, hein, c'est un cas à part. Et je vous dis, il y a 6 ou 7 espèces qui ressemblent comme ça à un champignon. Sinon, les lichens, non, n'ont pas du tout cette allure. Il est rare d'ailleurs, et on le trouve souvent dans les tourbières. Enfin, souvent, de temps en temps. Voici Icmadophila. Alors, ce lichen-là, c'est vraiment des souches de bois extrêmement pourries, qui sont vraiment en décomposition presque finale, qui rejoignent le sol. C'est limite terricole ou bois mort, vous voyez, on est à la limite. Et les fructifications, ben, ce sont ces jaunes, orange très pâle, quelquefois rosâtre, ça peut varier d'un endroit à un autre, et très belle espèce d'ailleurs, et qu'on trouve qu'en forêt avec pas trop de lumière quand même. Hein. Les musicoles, bah, qui se développent sur la mousse. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Ce Peltigera canina, c'est un lichen qui a donc cette petite poudre à l'extrémité qui lui sert à la reproduction. Lui aussi, si vous voulez, il y a 3 catégories de lichens. Il y a les héliophiles, ceux qui aiment le soleil direct. Pas les plus nombreux et pour cause. L'algue dedans, elle aime pas trop que ça chauffe parce qu'elle perd son eau. Mais il y en a qui arrivent à résister quand même. Hein. De l'autre côté, à l'inverse des héliophiles, il y a les sciaphiles. Sciaphile veut dire qu'ils se développent à l'ombre. Et c'est bien joli, l'ombre. Mais l'algue, elle trouve pas trop de lumière pour faire la photosynthèse. Donc les deux extrêmes sont pas très bons. L'idéal, c'est les photophiles, ceux qui aiment la lumière, qui seront pas à l'intérieur de la forêt, là c'est les sciaphiles à l'ombre, pas non plus directement au soleil, mais qui sont à l'orée, vous voyez. Je parle que de la forêt, hein. C'est-à-dire qui ont beaucoup de lumière, c'est l'idéal. C'est pour ça qu'en hiver, les lichens se développent un peu moins, parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Par contre, ils se dessèchent pas, parce qu'il y a souvent plus d'humidité l'hiver que l'été. Mais les lichens n'aiment pas trop l'été non plus, parce que là, il y a de la chaleur, et l'évaporation de l'eau va faire que le lichen, il a moins d'eau, l'algue a moins d'eau à sa disposition pour fonctionner. Hein. Donc l'idéal, c'est les intermédiaires, c'est le printemps et l'automne. Là, on a quand même pas trop chaud, il y a souvent un peu de pluie. Donc l'idéal pour le lichen, c'est ces périodes intermédiaires, c'est là qu'il est dans l'optimum de sa croissance. Alors voilà un lichen musicole qui se développe, il y a un mélange je crois, mais enfin peu importe. On voit les fruits, la partie végétative du lichen ne se voit pas, on voit les fruits là, ces disques noirs, un peu plus gros à gauche, et c'est le même, hein, qui se développent. Il y a donc des lichens très spécialisés, hein, qui se développent sur les mousses, et d'autres que sur le bois mort. Les corticoles, c'est ceux qui se développent sur les écorces. Voilà un amas d'un Lecanora qui s'est développé, on voit les amas de fruits, qui se sont développés, avec un qui grimpe dessus, le jaune là, qui se sont développés sur une écorce d'arbre, et ces fruits magnifiques, ondulés d'ailleurs, contiennent des milliers de spores pour se reproduire, avec une croissance, ce genre de lichen croît de 3 mm par an à peu près, quoi. Alors celui-ci, c'est un lichen que j'ai où j'habite. Il est assez peu commun. Il se développe dans les endroits ventilés
et non pollué. Il supporte pas la pollution. Et pourtant, je suis pas très très loin d'une départementale, mais a priori, ça le dérange pas trop, puisqu'il a trouvé les substrats pour se développer. Et il y a un autre lichen qui est un peu plus, lui, nitrophile, par contre, c'est ce Physia blanchâtre que vous avez ici, et qui, lui, par contre, a plutôt une appétence pour les oxydes d'azote. Les thermophiles, comme l'indique le nom, qui aiment la chaleur. Voici un squamarina. Alors, lui, on le trouve dans les zones vraiment très chaudes. Tout le bassin méditerranéen, il est présent. Même côté Algérie, Maroc, la Grèce, etc. Il est présent dans toute cette zone-là. Mais dès que vous grimpez un peu vers le nord, il disparaît. Hein. Il faut des zones vraiment chaudes. En voici un autre. Si vous allez en Andorre, les maisons qui sont construites sont quelquefois orangées, tellement ce lichen est présent. Hein. Xanthoria elegans, c'est son nom. Il y a des variétés de ce lichen. Les murs de certaines maisons en sont complètement couverts. Et c'est une très belle espèce avec des lobes qui sont filiformes et qui se développent en croissance radiale, comme il y a aussi d'autres lichens à côté, un Aspicilia en bas, là, blanchâtre. Les héliophiles dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, voici cette espèce de cladonia, lui aussi à fruits rouges, hein, Polydactyla, qui est une très belle espèce qui peut atteindre des grandes tailles. Chez nous, il n'est jamais très haut, il peut faire 2 cm de haut à peu près, maximum. Voilà une très belle espèce que j'ai trouvée du côté de Mérins, justement, les fruits bruns, d'un Lecanora très important avec des lobes, là, enfin, qui a changé de nom maintenant, et un Xanthoria elegans à gauche. Les sciaphiles qui aiment l'ombre, je vous parlais tout à l'heure, celui-ci est pas rare. Hein. On pourrait le trouver au jardin à côté, là, de parc, la maison de la nature à côté. Il n'est pas impossible de le trouver. Il fait des lignes. Il fait partie d'un groupe qu'on appelle les graphidales. C'est très graphique, effectivement. Hein. Et il fait des lignes comme ceci. Et les spores sont à l'intérieur. Ce sont des fructifications. Hein. Ce sont des apothécies, des fruits qui ont fini par s'allonger au cours des millions d'années et qui sont devenus ainsi. Il y a de très très belles espèces. Et il y a une espèce qui s'appelle, je me souviens plus le nom, mais peu importe, qui, on croirait de l'écriture arabe. Vraiment. Ça fait une calligraphie remarquable et qui peut atteindre des diamètres à peu près comme ça sur les arbres, toujours sur des arbres, en général aux écorces lisses, pas aux écorces rugueuses comme le chêne. Hein. Ah, c'est-à-dire plutôt le hêtre, des choses comme ça, et le frêne. Voici donc encore un autre Peltigera avec ses fructifications en forme de doigt. Celui-ci, oui, c'est un Peltigera qui est pas rare dans les zones, les talus des forêts. Vous voyez, un peu lumineux quand même. Les photophiles, bon, qui aiment la lumière, comme je vous ai dit. Voilà un Pectenia avec ses fruits orangés. Lui, il peut faire un diamètre de 6, guère plus centimètres. Très belle espèce que j'ai trouvée aussi dans le Lot, en Dordogne, pardon, et qui est une espèce pas très commune quand même, mais très très belle. Et voici un Phaeophysia avec ses fruits, très belle espèce aussi, pas très commune, Venusta, qui est une espèce assez répandue, plutôt répandue dans la basse montagne, vous voyez. En plaine, c'est pas commun de le trouver. Et les lichenicoles, et là j'ai presque terminé mon information, les lichenicoles qui se développent sur les lichens. Il existe des lichens lichenicoles, mais surtout des champignons qui se développent sur les lichens pour les parasiter. Alors là, de vrais parasites, qui vont comme le gui, hein, sur les arbres, qui vont pénétrer le lichen, le champignon parasite, pour se nourrir de ce que fabrique le lichen. Et ben voilà, Startonia clemens parasite un rhizoplaca qui fait ses taches noires. Vous voyez ?
On en est à plus de 800 espèces connues, et j'en ai découvert une euh, qui est normalement inconnue, enfin dans le monde, qu'il faut nommer. Ce sont des découvertes qui sont pas très très rares. Chaque année, avec le CNRS de Marseille, on, on ajoute de nouvelles espèces et découvertes en France. En France. Parce que ces champignons-là n'ont pas été étudiés. Et pour cause, c'est les lichénologues qui s'en occupent et non pas les mycologues, parce que les mycologues du 19e et du 20e siècle pensaient que ces organes-là s'appartenaient aux lichens. C'était pas étranger aux lichens. Et on s'est aperçu que finalement, il s'agissait de champignons étrangers qui venaient parasiter le lichen. Et finalement, on en est, je vous dis, je crois que c'est plus de 800 maintenant espèces, et on en rajoute sans cesse, sans cesse. Chaque année, je pense qu'on est une 15 ou 20, peut-être même plus d'espèces nouvelles trouvées en France, inconnues dans le monde entier. Oui, j'ai oublié de vous dire, ça c'est le feu d'artifice final. J'ai oublié, c'est une photo de Californie d'une vieille palissade couverte de lichen, vous voyez. Pour vous dire à quel point le lichen se met partout, il existe un lichen que l'on trouve sur un coléoptère, un scarabée, en Nouvelle-Guinée, je crois, ou Australie, je me souviens plus lequel des deux, qui est présent là-bas et qui se développe sur les élytres de l'insecte. Et on ne le trouve que sur cet insecte. C'est quand même pas banal, c'est pour vous dire à quel point la nature a quelquefois des étrangetés assez fabuleuses. Là, ce sont des espèces, à part le jaune, et j'en suis pas sûr, le jaune, on peut peut-être le trouver en France. Les autres, je crois pas. Mais chaque continent, chaque région, vous voyez, j'ai trouvé récemment, dans un travail que j'ai effectué pour l'INRA, j'ai trouvé un lichen qui était endémique aux îles anglaises. Qu'est-ce qu'il fait là, le long du Ciron, du côté de Bernos-Boliac? Vous voyez, c'est pas banal parce que il y a pas de sel par là. Alors que dans les îles, l'air est salin, donc il faut tolérer le sel. Et il était considéré comme endémique, maintenant il n'est plus. Donc dans les nouvelles éditions de l'ouvrage, il faudra modifier puisqu'on le trouve maintenant sur le continent européen et sur le continent même, en France notamment, au bord pas loin du Ciron. Vous voyez. Donc c'est étonnant. On fait quelquefois comme ça des découvertes. J'ai une amie à Barsac où j'habite que j'ai connue parce qu'elle pratiquait la teinture avec des lichens. Et cette dame âgée me dit, faut que vous veniez chez moi, j'ai plein de lichens sur mon terrain, etc. Alors comme elle habitait pas loin, j'ai fini au bout de quelques mois par aller la voir. Et je me suis intéressé à un noyer qui était couvert de lichens, un vieux noyer, vraiment très vieux, mais encore vivant. Et dessus, je vois un lichen avec des petits poils noirs qui m'intriguent. Parce que je n'ai pas l'habitude de voir ces petites poils qui faisaient quoi, pas tout à fait le millimètre de hauteur, et vraiment velus presque. Hein. Et j'ai pensé que c'était effectivement un parasite. Je me suis pas trompé, mais je n'arrivais pas à trouver l'espèce. Il ressemblait à un genre de lichen que je connais, mais j'ai vu que ça pouvait pas être ça. Donc, j'ai été plus loin et ne finissant pas par trouver. Alors, c'était soit aller à Fontainebleau ou au laboratoire de Fontainebleau de biologie végétale. On a des appareils plus pointus que ce que j'ai chez moi dans mon labo, ou alors Marseille, où Claude Roux, qui était l'ancien directeur de recherche, qui a fondé un réseau dont je fais partie pour faire l'inventaire de la flore française. Et là-bas, pareil, il y a de quoi faire des recherches plus poussées. Et lui-même ne trouvait pas, donc on était persuadé que c'était une nouvelle espèce. Il l'a envoyé à un spécialiste des parasites, qui est à New York, et ce monsieur, Hurt, a fini par dire, oui, effectivement, c'est une espèce inconnue. Alors quand j'ai dit ça à cette dame-là, elle était tellement contente qu'elle a mis des piquets avec du fil de fer pour que personne ne s'approche. Je lui ai dit, elle va finir par miner le terrain si ça continue. Et finalement, ce lichen-là est vraiment très bien protégé, je peux vous l'assurer. En tout cas, moi, j'ai des clichés, des photos de cette espèce.
qui était inconnu en France et même dans le monde puisque c'est nouveau. Voilà. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que je vous ai apporté pas mal d'informations. Pas trop compliquées, j'espère. Mais quand on avait les mots scientifiques, je les ai toujours expliqués quand même. Voilà. Merci.